Florian, très cher Florian, merci pour cette introduction et ces mots que tu nous as dit. On a au moins deux choses qu'on partage, il y en a beaucoup plus, mais aujourd'hui, puisque j'avais intitulé mon intervention « La santé en danger », c'est ce que tu as souligné, et puis la deuxième chose qui me paraît importante, c'est que nos deux grands-mères sont d'accord. Donc, effectivement, elles avaient du bon sens à cette époque et la santé était quelque chose d'important qu'on a un petit peu dévoyé, mais qu'on va remettre quand même au centre des préoccupations parce que ça intéresse beaucoup les Français. Donc, mesdames et messieurs les journalistes et mesdames et messieurs du collectif senior, chers amis. Le collectif Usagers de la santé est né le 17 mai dernier et il a pour mission d'être une force de réflexion et de proposition à partir de ces deux objectifs essentiels. Remettre le patient au centre de la politique de santé pour permettre l'accès à des soins de qualité pour tous les Français sur tout le territoire et d'autre part, associer les professionnels de santé, comme nous le faisons aujourd'hui, la palette est très large, et qui ont été tellement ignorés, bafoués et méprisés ces dernières années. Permettez-moi, au nom de l'ensemble des professions de santé et au nom des usagers, de te remercier, Florian, puisque tu es le représentant, en attendant que Marine arrive, et d'avoir fait, en tout cas, remercier Marine d'avoir fait de la politique de santé une des priorités du programme présidentiel. Notre système de santé est malade, je dirais même en danger de mort, en raison de sa dégradation, pourtant dénoncée depuis des années par tous les professionnels de santé, et par l'aggravation du déficit d'accès aux soins pour des millions de Français. Cette situation indigne, on peut le dire indigne de notre pays, fait que ce sont les 66 millions de Français qui en sont les premières victimes. La question légitime que l'on peut se poser, quel accès aux soins demain allons-nous proposer à nos compatriotes? Je vous rappelle qu'il y a quelques années, notre système de soins était considéré comme l'un des meilleurs au monde. Il était un modèle pour de nombreux pays et que notre médecine participait au rayonnement international, si cher, encore une fois, mon cher Florian, général de Gaulle. Malheureusement, on assiste depuis plusieurs décennies à l'effondrement de notre système de soins, effondrement qui s'est considérablement accéléré ces dernières années. Preuve en est, sur le plan international, son déclassement, en quelques années de la première à la 25e place. Le constat est effrayant. Déficit de médecins dans nos campagnes, qualifiés de déserts médicaux et qui privent d'accès aux soins 3 millions de Français. Fermeture de services de proximité, de maternité, de services d'urgence, qui pénalisent encore une fois des territoires entiers. Des hôpitaux en faillite, sinistrés avec des services délabrés, voire insalubres, et un personnel désabusé au bord de l'implosion en sous-effectif chronique. 100 cliniques menacées de fermeture en raison d'une politique volontairement discriminatoire d'une ministre dogmatique, des urgences partout saturées, le déremboursement croissant de nombreux médicaments, notamment outils dans la maladie d'Alzheimer, outils de confort si importants pour les personnes âgées les plus fragiles. L'oubli, voire l'abandon de ces mêmes personnes âgées, mettant en difficulté des familles entières face à la dépendance de leurs parents. Cette triste situation illustre bien ce que nous dénonçons tous les jours, le décalage entre les élites politiques et les réalités quotidiennes des Français. Une politique de santé basée sur l'idéologie n'a pas sa place pour répondre aux défis immenses auxquels nous avons à faire face. Une politique de santé ne peut se prévaloir ni de la gauche ni de la droite, mais doit répondre aux attentes et aux problématiques des usagers de la santé. S'attaquer aux médecins, s'attaquer aux professions de santé ne supprimera pas les patients. La politique de santé fait face aujourd'hui au vieillissement de la population et à l'explosion des maladies chroniques. Son évolution est nécessaire pour relever les défis majeurs de santé publique de demain. La santé se doit d'être une politique régalienne, où l'État doit prendre toutes ses responsabilités, comme le fait chaque personnel de santé au service des usagers. Opposer les deux systèmes de soins, que sont le public et le privé, alors qu'ils sont tous les deux indispensables et complémentaires et contre-productifs. Il y a urgence à redonner à l'hôpital ses lettres de noblesse, renforcer ses missions et mettre en place un grand plan de restauration et de restructuration des services, renforcer ses équipements et entendre les revendications souvent justifiées des professionnels de santé dans les hôpitaux, mais également sur tout le territoire. Il existe à côté des hôpitaux 1000 établissements d'hospitalisation privée
qui prennent en charge chaque année 8,5 millions de personnes et qui traitent dans leur service d'urgence 2,3 millions de patients. Nous avons la chance d'avoir dans chaque territoire un établissement d'hospitalisation public ou privé. Et quel que soit son statut, il devra participer aux missions de service public pour le plus grand bénéfice des usagers. C'est ainsi que nous pourrons lutter efficacement contre la fermeture des services de proximité, des urgences et des maternités. Les déserts médicaux, les inégalités territoriales sont un drame pour des millions de Français. Lutter efficacement contre cette injustice nécessite une volonté forte. Et cette volonté forte, nous l'avons. Cette lutte nécessite l'adhésion de tous les professionnels de santé, y compris les jeunes, qui sont très inquiets et à juste titre pour leur avenir. Nous avons besoin des 123 900 praticiens libéraux, de leur concours, et nous soutiendrons dans chaque territoire oublié la mise en place de maisons de santé pluridisciplinaires. Le gel du numerus clausus mettra 10 ans pour apporter une réponse démographique et nous contraint aujourd'hui à faire appel à des praticiens étrangers dont la formation n'est pas toujours aussi rigoureuse que la nôtre. Ce n'est pas en augmentant le numerus clausus de 6,2% que nous réglerons ces déficits et ces dysfonctionnements. Dans l'urgence, nous pouvons utiliser l'immense réservoir que constituent les médecins retraités, qui sont prêts à travailler dans les déserts médicaux si on module leur charge. Proposer sur la base du volontariat un service civique de 6 mois renouvelable, des stages d'interne en médecine, en zone prioritaire, que l'on pourrait également imaginer pour les spécialités chirurgicales. Associer plus encore les pharmaciens, les professions paramédicales, en élargissant leur domaine de compétences et en leur confiant de nouvelles missions. La télémédecine doit être une priorité absolue tant son apport sera important dans les territoires isolés, mais également l'ensemble de la e-médecine qu'il faudra honorer au niveau de ses prestations et de ses actes. Une carte individuelle et sécurisée, individuelle et sécurisée, permettra de mieux lutter contre la fraude, contre les actes inutiles, d'encadrer la prescription des arrêts de travail et de lutter donc contre l'absentéisme. La mise en place du dossier médical personnel sera un apport considérable pour le suivi des patients. Trop de nos compatriotes, comme tu l'as signalé Florian, 9 millions de Français vivent sous le seuil de pauvreté et sont exclus du système de santé, alors que parallèlement, 13 millions de personnes bénéficient de différents systèmes d'accès aux soins, dont les bénéficiaires ne sont pas forcément les plus nécessiteux, créant ainsi une inégalité supplémentaire. Réformer les critères d'attribution des dispositifs existants au profit d'un tiers payant non généralisé, mais ciblé envers les catégories de Français les plus fragiles, les plus démunis, les plus vulnérables, et tout particulièrement en direction des personnes âgées. Nous devons rapidement mettre en place les conditions d'un transfert de fonds de l'aide médicale d'État détourné de sa vocation première au profit de la dépendance. 35% effectivement des Français renoncent aux soins dits coûteux. C'est une priorité absolue de prendre en charge les prothèses dentaires, les lunettes, les appareils auditifs, nécessaires également dans toute démarche d'insertion sociale et professionnelle. Il est essentiel, pour rendre plus efficace et plus équitable l'accès aux soins, que l'assurance maladie soit renforcée et qu'elle reste l'acteur central du système de santé. Les mutuelles doivent être mieux encadrées, avec plus de transparence de leur gestion et de la redistribution de leurs bénéfices, trop souvent utilisés dans la publicité au détriment des patients. Les professionnels de santé que nous sommes sont très inquiets des politiques mises en place ces dernières années. Les déserts médicaux sont une réalité, mais certaines spécialités n'ont plus la capacité de se renouveler et vont aggraver les difficultés d'accès aux soins dans de nombreuses spécialités. Dans l'intérêt des usagers, il est urgent d'encourager de nouvelles vocations, de redonner confiance aux professionnels de santé, de les valoriser, de les remotiver et de leur laisser faire le vrai métier. La tâche est immense et je sais que nous avons volonté d'y arriver. Merci. Alors, quand on dit qu'il faut associer la chaîne de santé a besoin de tous les professionnels de santé. Et donc je remercie le président Grenier pour sa participation à cette convention. Et c'est vrai que la pharmacie est en mutation depuis pas mal d'années, avec énormément de changements. Donc comment, mon cher président, voyez-vous l'avenir des pharmaciens d'officine
et quel rôle nouveau les pharmaciens peuvent-ils jouer dans la chaîne de santé et d'accès aux soins? Mesdames, Messieurs, Pierre, Monsieur Philippot, merci de m'accueillir à votre convention et merci d'ailleurs d'accueillir les pharmaciens qui, eux, sont vraiment à un carrefour aujourd'hui important de leur évolution. J'allais dire presque, soit il y a 10 000 pharmaciens qui disparaissent, soit les 22 000 pharmaciens restent et on fera partie du réseau justement de proximité, ce qui est souhaité d'ailleurs par tous. Et j'allais dire, j'ai pas de chance puisque moi je suis et pharmacien et agriculteur. Et je cumule. Donc aujourd'hui, moi je suis président d'un syndicat qui est relativement neuf, qui date de 2014. C'est un syndicat de groupement. On est 16 groupements. C'est vous qui appuyez, oui. On est 16 groupements et on représente à peu près 14 000 officines. On se bat à côté des deux autres syndicats représentatifs pour notamment les discussions qu'il y a en ce moment avec le gouvernement et bientôt au 1er janvier avec la sécurité sociale sur la convention que les pharmaciens vont engager. La particularité, je fais juste un petit rappel, un groupement, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est quelque chose qui permet de s'occuper des achats, du référencement, des services et maintenant, vous l'avez certainement vu, d'enseignes et de marques propres. Pourquoi? Parce que la pharmacie, c'est un petit peu particulier dans le système de distribution des soins. C'est à la fois des pharmaciens professionnels de santé et c'est à la fois des commerçants aussi. Et d'ailleurs, l'Ordre national des pharmaciens a fait une campagne en disant la pharmacie, un commerce de proximité, pas comme les autres. Vous voyez comme quoi notre ordre est en avance. Alors, je suis désolé, mais pour connaître l'officine, il faut que je vous donne aussi quelques chiffres. On est 22 000 aujourd'hui officines. Il y a 135 000 collaborateurs dans les officines. Et tout à l'heure, on parlait de personnes vieillissantes. Ça tombe bien, parce que je ne sais pas si vous savez combien il y a de centenaires. Ben, il y en a presque 22 000 en France. Donc, c'est-à-dire il y a un centenaire par officine. Pour vous parler un petit peu médicaments, il y a en gros 2,9 milliards de médicaments, au sens médicaments, qui sont dispensés par les officines, dont 2,5 milliards sont réglementés, c'est-à-dire sont remboursés, ou pas d'ailleurs en tout cas, sont remboursés par la sécurité sociale. Ils ne sont pas remboursés s'ils ne sont pas présentés au remboursement. Et nous avons de l'autre côté une partie évidemment commerçante, et le chiffre d'affaires de l'ensemble de la pharmacie d'officine pèse quand même sur le monde économique, puisque c'est 33 milliards, donc je reprends, 22 000 officines, 33 milliards, 135 000 collaborateurs, 38 000 titulaires. Donc, allez-y. Voilà. Je voudrais parler de marge pour vous expliquer aussi pourquoi souvent on dit la pharmacie, vous voyez bien que les efforts que lorsqu'il y a des lois de financement de sécu, puisqu'elle vient d'être votée le 5 décembre, alors elle n'est pas encore loi puisqu'elle n'est pas publiée, la marge des pharmaciens c'est 9 milliards et demi, 5,25 sur le médicament remboursé, 2,5 milliards de médicaments remboursés sur lequel le pharmacien maintenant a un honoraire de dispensation puisqu'il a une convention et c'est d'1 euro. Et ce qu'on nous demande, en fait, sur la partie qui est à côté de 4,5 milliards, ce qu'on nous demande d'ailleurs, c'est de développer cette partie pour une raison simple, c'est que la partie médicaments, elle va se rétrécir de plus en plus, puisque vous voyez bien qu'on baisse les médicaments du prix de plus en plus, et surtout, c'est qu'on fait arriver du générique, et qui est en train de bouleverser l'ensemble de la chaîne de distribution, de dispensation du médicament. Quelques chiffres, on voit que la pharmacie, et heureusement ou pas heureusement, mais la pharmacie aujourd'hui voit ses chiffres baisser à la fois en volume, les médecins lèvent un peu la plume, voit ses chiffres baisser en prix, c'est l'arrivée du générique, et voit sa marge baisser, ce qui pose évidemment le problème de l'officine. Aujourd'hui, il y a une pharmacie par jour qui ferme. Donc les gens ne le savent pas, mais ferme. Quand vous avez notre ministre qui dit que les comptes de la sécurité sociale sont à l'équilibre, généralement, alors on verra comment, généralement l'effort porte pour près de la moitié sur le médicament, et cette année un tout petit peu moins, on va dire 30%, puisque l'effort sur le médicament sur la ville
va représenter à peu près 30%. Donc les pharmaciens sont toujours en première ligne dans, j'allais dire, les comptes de la sécurité sociale. Alors, la sécurité sociale, allez-y, voilà, elle a été adoptée définitivement donc, à l'Assemblée nationale le 5 décembre, et on voit déjà se profiler quand même, et aujourd'hui, je constate que les médecins aussi évoluent par rapport à leur rapport interprofessionnel. On a eu, après moult débats, le pharmacien aujourd'hui a eu, article 66, le droit, va avoir le droit, parce que ce n'est pas publié, de faire la vaccination grippe. Malheureusement, je dirais pour les pharmaciens, que des personnes d'un certain âge, c'est ceux qui ont plus de 65 ans, c'est-à-dire ceux qui ont le petit bulletin gratuit. Autre chose, c'est que comme on est en train de discuter de la convention, eh bien, si jamais on n'est pas d'accord avec la sécurité sociale, la Sécu a prévu un médiateur pour que les pharmaciens soient d'accord avec la convention qui va être signée pour 5 ans. Et vous savez que les pharmaciens font la substitution, ils vont pouvoir faire la substitution des biosimilaires, ce qui n'était pas acquis puisqu'il y avait un lobby de l'industrie pharmaceutique qui ne le voulait pas. Petite remarque d'ailleurs, puisque tout à l'heure on parlait des hôpitaux, ce qui m'a fait rigoler dans un des articles de la Sécu, c'est que les praticiens hospitaliers pourront continuer à travailler jusqu'à 79 ans. Ça doit être un des derniers articles de la Sécu, je crois qu'il y en a 101, donc vous voyez. L'effort Sécu, allez-y, l'effort Sécu, donc 44 milliards, et petite histoire quand même, puisqu'on dit toujours que les comptes de la Sécu sont à l'équilibre. Il y a quelqu'un qui avait trouvé quelque chose d'intéressant. Il a créé un trou qui s'appelle la CADES. Il a trouvé un trou qui s'appelle la CADES pour mettre le trou de la Sécu. Tout le monde l'a oublié, puisque ça avait été créé pour jusqu'en 2025. On a fait le RDS et un bout de CSG. Aujourd'hui, on a remboursé 90 milliards des premiers 100 milliards qu'on a mis dans le trou, sauf qu'il en reste toujours 236, et c'est 11% du PIB français. Donc ça, il faut que tous les systèmes de soins, de distribution, le soin, le savent, parce que vous le remboursez régulièrement, hein, aujourd'hui par votre RDS et une partie de votre CSG, mais ce trou est là, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, certainement, on a des difficultés à mettre en place correctement la distribution des soins. Alors, pour ceux qui sont hospitaliers, dommage, parce que je pense que les efforts d'économie de demain seront sur l'hôpital, et on verra comment. Il faut qu'on ait la traçabilité du malade, c'est-à-dire qu'on sache quand il rentre, qu'est-ce qu'il fait, comment il sort, et on a parlé tout à l'heure du dossier médical partagé ou personnel, ça dépend de quel côté on se place, bien sûr, ça va être important. Les pharmaciens d'ailleurs ont un dossier pharmaceutique, il y a 38 millions de personnes qui ont un dossier pharmaceutique. Le générique aujourd'hui, quelque chose d'important, vous verrez qu'il fera 50% en volume en 2020, il fera 70% en 2025, et malheureusement, le prix du médicament par le générique n'augmente pas. On a 3,5 milliards de génériques aujourd'hui en chiffres, il y en aura 3,8 milliards en 2020, il y en aura 3,8 milliards en 2025. Donc ça veut dire qu'on a une baisse énorme de nos prix. Et tout le monde me dit qu'il faut que j'aille vite, on pousse. L'industrie pharmaceutique est toujours majoritaire dans la marge du médicament. Allons-y, ça ce sont les chiffres de la pharmacie, 33 milliards pour montrer que depuis 10 ans, la pharmacie ne bouge pas en chiffres. Par contre, elle régresse sur rémunération. Allez-y si vous voulez. Voilà, donc on voit qu'on a des chiffres, nous, aujourd'hui, qui montrent que la marge des pharmacies s'écrase petit à petit, qui va donc aussi obliger le pharmacien à changer son rythme de vie. Allez, cliquez. Voilà, on voit bien d'ailleurs dans la dégradation qu'aujourd'hui, les pharmacies ont leur marge qui se dégrade, et on voit qu'il n'y a plus que 16% des pharmacies qui sont en croissance, toutes les autres sont en décroissance. Voilà, allez-y, 16% des pharmacies qui sont en décroissance. On voit que, bien entendu, les plus grosses pharmacies s'en sortent mieux que les plus petites étant souvent d'ailleurs les pharmacies de quartier, voire de campagne. Et comme c'est un commerce quand même spécialisé, je vais quand même vous donner un chiffre qui est quand même étonnant, c'est qu'aujourd'hui, pour ouvrir une pharmacie tous les jours, il faut 1 000 €, parce que vous avez comme collaborateurs des pharmaciens et des préparateurs. Ça veut dire que chaque minute de pharmacie coûte 2 €. Donc ça, il faut en tenir compte. Donc on est vraiment sur nous un problème de baisse de marge de tous nos revenus sur l'ensemble de la pharmacie. L'honoraire qui est arrivé en 2015, qui est à 1 € en 2016, a changé d'ailleurs complètement la marge des pharmacies et le fonctionnement des pharmaciens.
la marge d'un pharmacien aujourd'hui, 26%, c'est de l'honoraire, c'est-à-dire c'est une convention avec la Sécu. Allez-y, c'est pour conforter ce que je vous dis. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que par rapport à ça, par rapport à ces évolutions, eh bien entendu, tout l'ensemble de la chaîne du médicament et de vos soins, par la baisse de prix, par l'arrivée du générique, est obligé de changer son modèle. Les industriels sont obligés de changer leur modèle. Regardez, Sanofi vend sa partie générique. Sanofi s'associe avec Google parce qu'il veut accéder à des datas. Sanofi va vers les médicaments biotechniques. Ils ont acheté Amgen. On voit bien que tout change. La logistique est en train de devenir mondiale pour le médicament. Et ce sont les Américains aujourd'hui qui possèdent la plupart des répartiteurs que vous voyez dans les officines. Allons-y. Une vision de la pharmacie 2020. On y va vite. Ils sont durs à arrêter les pharmaciens. Oui. Tout ce que vous avez ici qui est marqué, on pourra y revenir, jusqu'à l'évolution du code de déontologie, va amener justement le pharmacien à évoluer. Il y a même le rapport IGAS-IGF qui va changer la loi de répartition. L'évolution va se faire, alors, le fait qu'un pharmacien ne peut plus rester tout seul. 2, vers le fait qu'il va falloir qu'il s'adosse à des groupements. 4, il va falloir qu'il évolue normalement comme un commerce avec de l'enseigne et de la marque propre, mais il va falloir qu'il évolue avec les outils d'Internet, digitalisation, les objets connectés, les données de santé, la PDA, la préparation des médicaments, et doit aussi évoluer beaucoup vers les services. Le pharmacien, c'est quelque chose que les consommateurs aiment le plus, 86%. Elle va s'adapter, allez-y, voilà, allez-y aussi, va évoluer. On est un maillage extraordinaire, on est ouvert 7 jours sur 7, allez-y, 24 heures sur 24. On doit développer l'interprofessionnalité, notamment avec les médecins. On doit développer la digitalisation, les échanges de données, notamment du dossier médical personnel avec les médecins, ça s'appelle la coordination des soins. Allez-y, on va aller vite. On place bien entendu le patient au centre, puisque c'est la loi HPST d'ailleurs qui a placé de 2012 le patient au centre, et le pharmacien est le premier recours dans la coordination des soins avec le médecin et l'infirmière, et ça veut dire que l'avenir du pharmacien va être des nouvelles missions que l'on souhaite d'ailleurs établir en collaboration avec l'ensemble des professionnels de santé. Et voilà. Bravo. Normalement, il faut 2 heures. C'est bien. Ouais. Vous avez quand même nommé les enfants. Oui, bien sûr. Ils ont un sacré bagou, les pharmaciens. Et tout le monde a bien compris que c'est Michael, en n'appuyant pas suffisamment vite sur les touches, qui a fait ce dépassement de temps. Bien, eh bien écoute, on va passer à l'intervenant suivant, ma chère intervenante, pardon. Ma chère Muriel, le métier de médecin généraliste, ça n'est plus aujourd'hui pour le plus jeune un sacerdoce. Est-ce que c'est plus difficile d'être médecin généraliste quand on est une femme? Est-ce que dans ta pratique quotidienne, tu as l'impression et tu as le temps de répondre aux attentes de tes clients, de tes patients? Merci Pierre. Ça marche? Ça va mieux? Alors, je ne vais pas te répondre directement, non, je pense que c'est pas vraiment plus difficile d'être une femme, quoique une femme, comme chacun sait, a 1000 vies et 1000 obligations, et que des fois elles peuvent effectivement entrer en concurrence. Quand tu m'as demandé d'intervenir, spontanément, j'ai pensé à écrire tout de suite est-ce que c'est encore le plus beau métier du monde? Voilà, parce que c'est une question quand même parce que pour moi, c'est le plus beau métier du monde. Peut-être avec prof, instituteur, enfin je sais pas. C'est des métiers qui sont enthousiasmants. Je pense pas qu'on y arrive à faire ce métier toute sa vie si on n'y part pas avec un certain enthousiasme au départ. Alors je me suis installée très rapidement en 85 en libéral, volontairement libéral, et en secteur 1, je dirais idéologiquement. Rien ne me destinait à être médecin, je ne prolonge pas une dynastie familiale médicale. Je devais logiquement être professeur après une entrée programmée en Cannes. Et ce fut donc un choix que je n'ai jamais regretté. Alors me voilà donc bombardé, à la fois grand témoin d'une profession en voie de disparition si on ne fait rien,
et à la fois grand défenseur de sa modernité. Ça, j'y tiens. J'ai intitulé mon intervention « Plus beau métier du monde » spontanément, comme quoi, malgré toutes les tempêtes idéologiques avec leurs corollaires administratifs et financiers assénés à la médecine générale depuis des années, médecine générale, malgré une indéniable, j'ai mis shadokisation de l'exercice libéral, malgré une désertion des médecins installés qui dévissent leurs plaques chaque jour, plus dépités qu'indignés d'ailleurs, et qui ne seront pas remplacés pour la plupart, eh bien, c'est ce qualificatif qui m'est venu naturellement à l'esprit. Alors, de la difficulté d'être médecin aujourd'hui, oui, il y en a. Et pourtant, dans notre exercice de médecin de famille, ça aussi j'y tiens, de médecin de famille, c'est peut-être un peu désuet, mais c'est quelque chose que je trouve qui a encore sa place dans la société. Nous touchons chaque jour aux limites de la faisabilité des nombreuses tâches qui nous incombent. La prévention. Alors, majoritairement, elle n'est pas prise en charge, la prévention. Les soins, ce sont les seuls actes reconnus réellement. L'administratif, non pris en charge, juste indemnisé, parfois au lance-pierre. La coordination, non prise en charge, à de rares exceptions près. Le social, non pris en charge. Le conseil en tout genre. Alors, inutile de dire que celui-là, il n'est pas pris en charge du tout. Ça peut aller, par exemple, de l'adresse d'un dépanneur de machine à laver à celle d'un avocat pour un divorce. Vous seriez surpris de la multiplicité des sujets abordés qui touchent juste à l'humain et à sa place dans la société et dans son environnement. Et ça se termine souvent d'ailleurs par « Docteur, est-ce que je peux emprunter votre téléphone pour... » Cette non-reconnaissance tarifaire et cette non-prise en charge du temps, le temps passé, est un des éléments du mécontentement des libéraux et un des freins à l'installation des jeunes médecins. Le temps administratif passé en paperasserie, terme générique que j'emploie même pour le temps passé pour l'e-paperasserie, il est exponentiel. Il se fait au détriment de l'usager. Il nous empêche de faire notre métier. Au final, tout le monde y perd, l'usager et le médecin. Moins il y a de médecins généralistes installés, plus il faut donc les réorienter vers leur mission. Moins il y a de médecins généralistes installés, plus le problème de la permanence des soins de ville se pose, évidemment. Avec en filigrane la tentation récurrente et avouée des autorités de tutelle de trancher le nœud gordien de la permanence des soins par des mesures coercitives, toujours mal vécues et somme toute inapplicables, avec également la désaffection des médecins qui déplaquent. Et il faut bien reconnaître que tout ceci n'engage pas vraiment les jeunes diplômés à s'installer et à se lancer dans l'aventure médicale libérale. Ils sont par ailleurs, ces jeunes médecins, formatés pour la peur. On leur a fait un tableau épouvantable de l'exercice libéral. Ils sont formatés à l'angoisse de l'exercice solitaire, ou même de groupe, sans l'environnement rassurant du plateau technique hospitalier. Peur de la surcharge de travail, la peur des horaires, oubliant qu'ils sont libéraux, donc a fortiori libres de leur organisation, à la peur de la submersion technocratique administrative, à la peur d'être attaqué en justice, alors que la vraie peur du libéral maintenant, c'est peur d'être attaqué tout court. L'insécurité, qui était anecdotique il y a quelques années, je l'ai connue, est prégnante. De la violence verbale quotidienne à la violence tout court, la peur s'est installée dans les cabinets médicaux. Il faut le savoir et mettre en place un plan efficace, rapide, de protection de tous les cabinets médicaux, pas seulement des plus exposés, avec éventuellement un bouton d'alerte relié aux forces de l'ordre, enfin c'est une suggestion. Les dépôts de plainte doivent être simplifiés et réellement pris en compte, et les coupables reconnus comme tels, mais c'est un autre sujet. Trop de médecins abandonnent de porter plainte, faute de temps, et totalement désabusés par rapport à l'utilité d'une telle démarche. Beaucoup de médecins retraités sont trop heureux de garder une activité ponctuelle. Ils sont opérationnels immédiatement et sont rondés à toutes les situations qu'un médecin libéral peut rencontrer. Mais voilà, ils sont tellement essorés par ce qu'on leur ponctionne au final que beaucoup sont dépités, en colère et jettent l'éponge. Allégeons, voire supprimons les charges pour eux et faisons également appel à eux comme médecins des champs, en ruralité, pour pallier à la désertification, en complément de l'e-médecine, qui est appelée à se développer, des drones porteurs d'objets de secours, des cabines connectées, bref, de tout ce que les nouvelles technologies peuvent offrir pour améliorer le quotidien des Français et leur santé. Moins il y a de médecins généralistes, plus il faut abandonner l'ancienne socialiste du tiers payant généralisé, totalement inapplicable en l'état,
pour un médecin libéral et qui est de plus un frein puissant à l'installation. Plus de 700 mutuelles en France, malgré les regroupements. Comment voulez-vous que nous fassions? Comment voulez-vous que nous sachions si M. Durand ou Mme Michu ont bien payé leur mutuelle le mois dernier? Pour le fameux dossier médical partagé, le DMP, toujours évoqué, jamais réalisé, l'arlésienne technocratique, le rocher de Sisyphe administratif, nous rentrons bientôt dans l'absurdie. Ce qui bloque, souvent, c'est le niveau d'habilitation de chaque intervenant tenu au secret médical, j'y tiens, ou non. La multiplicité des intervenants, bref, c'est tellement compliqué, on veut tellement un dossier médical parfait qu'on n'y arrive pas. Bon. Il serait intéressant ce dossier pourtant. Alors simplifions la démarche, commençons peut-être à minima, sans chercher absolument la perfection, et arrêtons de dépenser sans compter pour ce qui s'avère être un mirage. Alors j'ai mis simplification, protection, revalorisation et promotion. Redonnons goût à tous nos médecins des villes et des champs de soigner en France. Et apportons aux usagers de notre santé un accès efficace, empathique, rassurant et simplifié aux soins dits de ville, auxquels il semble profondément attaché pour que chacun y trouve son compte. C'est ce qui ressort de ce qu'attend l'usager du médecin et de ce qu'au final le médecin peut lui donner et qui est important. Un médecin moins éreinté en tâches absconses, qui ne le concerne définitivement pas, sera plus à même d'être performant pour un malade mieux reçu, mieux écouté, mieux entendu, mieux rassuré et sans doute plus satisfait. Je m'arrêterai là. Nos propositions pour pérenniser ce médecin de famille que les Français plébiscitent, qu'ils aiment tout simplement pour inciter nos jeunes médecins à se lancer dans l'aventure de la médecine libérale, vont être mises à Marine Le Pen. Et je sais qu'elle aura à cœur de défendre ce médecin de famille, dont, je voulais lui dire, mais elle n'est pas là, je pense qu'elle a dû sûrement avoir besoin pour ses enfants, que peut-être Florian Philippot a eu besoin pour ses parents, sa famille, auquel Marine s'est peut-être même confiée, un jour, dans le cocon rassurant du secret médical, mais ça ne nous regarde pas. Alors, je voulais dire Marine, il faut sauver le soldat médecin, alors je vais dire Florian, il faut sauver le soldat médecin. Je vous remercie. Vous entendez, hein, c'est magnifique, hein, comme on a respecté le temps. Alors, il faut savoir quand même que Muriel est née à Besançon. C'était la capitale de l'horlogerie. Donc, on a tous plus ou moins une petite horloge à l'intérieur. Voilà, alors maintenant, mon cher Michael, hein, c'est toi qui vas construire cette table ronde. Et comme Florian, je tiens à te remercier de tout le travail que tu as fait au niveau du collectif colossal. Et vraiment, sans toi, on aurait quand même eu du mal à conclure aussi merveilleusement aujourd'hui. Donc voilà, c'est toi le plus jeune, tu vas peut-être nous parler d'avenir et en médecine aussi, ben, les nouvelles technologies sont en passe de devenir importantes. Voilà, alors comment tu vois donc justement cet avenir, éventuellement la médecine arrive sur le marché. Merci. Merci Pierre, est-ce qu'on m'entend? Ouais, c'est très possible. Ouais. Ouais, c'est mieux comme ça? Ouais, très bien. Donc, bonjour à tous, donc, je suis Michael Herminger, secrétaire général du collectif Usagers de la Santé. Merci Pierre de tes remerciements, justement. Donc il me revient la lourde tâche de conclure cette table ronde. On a fait un peu le panorama de la situation actuelle et je vais vous parler, comme Pierre l'a dit, un peu de ce qui se trame en arrière-plan et de ce qui peut garantir et pérenniser le futur de l'assurance maladie et plus largement de la prise en charge des patients en France. Donc je vais parler des nouvelles technologies, de l'innovation, de la recherche. Puisque c'est mon domaine. Moi, je ne suis pas professionnel de santé, je suis issu du monde de la recherche. Et je vais commencer mon intervention en vous posant cette question. Comment, au final, votre médecin sait quelle molécule vous prescrire quand vous êtes malade et que vous allez consulter? Un peu la réponse la plus intuitive qui vient à l'esprit, c'est qu'il l'a pris dans un manuel de médecine. Donc, il l'a pris à la fac. Mais comment cette information s'est retrouvée dans ce manuel, justement? À votre avis, c'est bien grâce aux chercheurs, grâce aux ingénieurs qui étaient en arrière-plan et toutes les chevilles ouvrières de la recherche et de l'innovation. Ce qui fait émerger un peu d'autres questions, hein, à quoi sert la recherche, dans quelles conditions travaillent les chercheurs, travaillent les ingénieurs, travaillent les acteurs de ces domaines et quels apports ces domaines peuvent apporter concrètement à la prise en charge des patients, à la qualité des soins, au système de santé de manière plus générale.
Donc comme vous le savez sans doute, la recherche publique en France, et en particulier la recherche biomédicale, souffre d'un manque qui est assez important de moyens. Une situation qui est assez aberrante dans un pays avancé, en panne de croissance, puisque le budget national de la recherche représente 2,2% du PIB, ce qui est assez éloigné de l'objectif européen de 3% qui avait été fixé en 2002. Donc il y a presque 15 ans que l'Allemagne a réussi à atteindre. Et si la France continue sur le même rythme d'évolution des dépenses pour la recherche, il nous faudrait 512 ans pour atteindre l'objectif de 3% du PIB. Donc vous voyez un peu l'évolution des budgets de la recherche qui est assez minime d'une année sur l'autre. Donc ça c'était pour le côté de la recherche publique, mais de l'autre côté il y a aussi la recherche privée qui se fait notamment dans les startups, dont vous avez tous entendu parler. Ces entreprises de jeunes cadres, jeunes ingénieurs qui travaillent sur des dispositifs innovants. Et pour ça, la France est un petit paradis, puisqu'on a une pléthore de subventions publiques pour créer son entreprise, commencer à développer ses produits. Mais ces dispositifs sont assez largement insuffisants, puisqu'une fois qu'on commence à développer les produits, il n'y a plus de crédit en fait. Il manque ce qu'on appelle le capital risque, et qui permet de continuer à développer le produit jusqu'à trouver un produit qui fonctionne vraiment bien, etc. et pouvoir le mettre en vente. Donc ces dispositifs de financement, notamment de capital risque, manquent en France. Et il y a aussi autre chose qui arrive une fois que le produit est développé, c'est l'accès au marché. L'accès au marché est très difficile, il y a énormément de réglementations qui font que la plupart du temps, les startups finissent par manquer de moyens, ne peuvent plus payer leurs salariés et finissent par mettre la clé sous la porte en revendant les trouvailles de l'entreprise à des géants multinationaux comme Google, Apple, etc. Donc on sait que la recherche et l'innovation sont des moteurs de croissance et une manne économique vraiment à saisir qui peut se mettre au service de tous, puisque ça peut aider vraiment à la prise en charge des patients. Donc les budgets des laboratoires de recherche publics sont assez mal répartis, de manière plus ou moins arbitraire selon les thématiques, avec certaines qui jouissent d'un financement qui est extraordinaire, tandis que d'autres sont totalement laissés à l'abandon. Le Conseil scientifique du CNRS en 2014 publiait un rapport qui alertait vraiment sur la baisse continue de ces budgets, puisqu'en moins de 20 ans, la France est passée de la 7e à la 15e place du classement de l'OCDE pour la part du PIB consacré à la recherche. Destruction de postes, en 2016, on a eu 250 recrutements de chargés de recherche au CNRS contre 400 en 2010. Également la perte d'attractivité des carrières universitaires, puisque les salaires restent bas vu le niveau d'études. On a une faible reconnaissance et des conditions de travail qui peuvent être assez problématiques, notamment quand on manque de matériel, quand le matériel est désuet ou assez âgé. Et depuis 2014, rien n'a changé, comme vous pouvez vous en douter, alors que les pays étrangers continuent à subventionner la recherche et l'innovation, et notamment la santé connectée, parce que ce sont des domaines qui sont prometteurs pour la prise en charge des patients. Je crois que la présidente arrive, on va l'accueillir. Comme je le disais, contrairement à la France, d'autres pays à l'étranger sponsorisent l'innovation technologique et la santé connectée, qui sont des domaines prometteurs pour la prise en charge des patients et qui peuvent offrir des solutions pour parer au manque de personnel médicaux et paramédicaux dans certains territoires. Comme on sait, on a des territoires en France qui sont désertifiés au niveau à ce niveau-là. Donc au niveau des apports pour les patients et pour le système de santé, ce terrain nouveau de la santé connectée, qui est issu de l'innovation biomédicale, est vraiment une opportunité qui est à saisir sans plus tarder, puisque la santé connectée peut aider à la prévention, mais aussi au suivi des pathologies chroniques, et qui peut à terme engendrer des économies considérables pour le système de santé. Je vais prendre... on va attendre que la coupe c'est le site. Je vais tenter de continuer. Je vais prendre, pour parler de l'innovation technologique et de la santé connectée, de l'exemple du diabète, qui touche
plus de 420 millions de personnes dans le monde. Donc, comme vous savez, les diabétiques doivent mesurer leur glycémie, donc leur taux de glucose dans le sang, plusieurs fois par jour. Et pour faciliter cette mesure, les ingénieurs ont mis au point des applications mobiles qui permettent de suivre en temps réel la glycémie justement chez les patients diabétiques et qui peuvent être mises en relation avec des systèmes informatiques chez leur médecin traitant pour pouvoir ajuster les traitements en cas de problème. Ces applications justement peuvent éviter des séquelles irréversibles chez les patients diabétiques qui seraient dues à une glycémie mal contrôlée. Vous savez que les diabétiques peuvent être amputés de membres, etc. en fonction des complications. Et justement, ce meilleur contrôle de la glycémie peut permettre des économies pour justement en évitant ces complications. Et aussi, de l'autre côté, du côté du patient, d'améliorer son état de santé. Le deuxième exemple, c'est un exemple que j'avais déjà pris au mois de mai, qui est celui du suivi de l'observance, c'est-à-dire du respect des prescriptions médicales, puisque plusieurs études ont montré que le non-respect des prescriptions médicales engendre un surcoût pour l'assurance maladie de 9 milliards d'euros par an, juste en prenant les 6 pathologies chroniques les plus fréquentes. Donc il est peut-être utile de rappeler que les déficits de la branche maladie pour 2016 devraient être de 4,1 milliards d'euros. Donc je vais ces deux chiffres en perspective, 9 milliards d'euros de surcoût dus aux complications par non-respect des prescriptions. On a de l'autre côté 4 milliards de déficit de la branche maladie. Donc il y a peut-être des choses à faire à ce niveau-là. Et ces 9 milliards s'expliquent par plusieurs choses, notamment les complications dues au non-respect des posologies, mais aussi aux médicaments remboursés qui ne sont pas utilisés. D'où l'utilité de la bancabilité de certains médicaments. Pour ça aussi, des ingénieurs ont développé des applications pour responsabiliser le patient dans la prise de son traitement, et l'assurance maladie avait récompensé justement l'équipe qui a développé ce logiciel. Encore faudrait-il que ce logiciel soit diffusé et utilisé. Il reste encore la dernière question qui est celle de la protection des données. On se rassure, pour l'instant la France a une des recommandations les plus strictes en la matière, mais il est nécessaire de continuer à chercher des nouveaux moyens de protection des données numériques. En revanche, la question se pose sérieusement lorsque certains candidats, notamment ici du parti des Républicains, promettent de privatiser une large part de la prise en charge des soins et la confier à des organismes complémentaires privés à but lucratif pour certains, qui ont tout intérêt à posséder le maximum de données de santé des patients pour adapter les cotisations à la situation personnelle des assurés, à rebours du principe même de solidarité sur lequel repose l'assurance maladie. Dans la même veine, il serait nécessaire de réformer la carte vitale, avec une fusion par exemple de la carte d'identité et une composante biométrique qui pourrait être une bonne piste pour lutter contre la fraude, puisque la fraude commençait à dépasser le milliard symbolique d'euros l'année dernière, puisque plus on professionnalise la lutte contre la fraude, plus on trouve de sommes détournées, plus l'iceberg émerge, et cette numérisation sécurisée des données de santé peut contribuer aussi à la lutte contre la fraude. Donc j'ai du mal à comprendre ce qu'on attend en fait, pour poursuivre dans cette voie, la voie de l'innovation, la voie de la recherche, la voie de la santé connectée. Comme le disait Muriel aussi, le dossier médical partagé a été lancé en 2002, on est presque 15 ans plus tard, et force est de constater qu'il n'est toujours pas généralisé. Donc la France ne manque ni de chercheurs, ni d'ingénieurs, et ces mesures qui peuvent éventuellement à terme engendrer des économies pour le système de santé, améliorer la prise en charge des patients. On est vraiment face à un changement de paradigme. On assiste à une transition d'une médecine curative, réactive qui prévalait au siècle dernier, puisque la plupart de la morbidité était due à des pathologies virales, notamment, à une médecine qui est préventive, une médecine de suivi, pour s'adapter justement à la transition épidémiologique qui est la recrudescence des pathologies chroniques. On a 1 personne sur 7 en France qui est en ALD, donc en affection longue durée, en pathologie chronique. Donc le patient aujourd'hui est amené à être de moins en moins passif dans sa prise en charge, à jouer un rôle de plus en plus important et à devenir un acteur à part entière de sa santé. Donc le salut de notre système de santé pourrait éventuellement se trouver ici. Donc charge à nous d'être à l'heure pour embarquer dans le train de l'innovation et du progrès, et ensemble refusons le moins-disant sanitaire et social promis par d'autres. Merci Mickaël pour cet exposé aussi brillant et clair. Donc je voulais saluer notre présidente, chère Marie. Merci pour votre présence et en gros merci surtout pour le soutien que vous apportez aux professionnels de santé et tout ça pour favoriser l'accès aux soins des usagers qui aujourd'hui sont dans un grand désarroi et qui sont très inquiets des différentes annonces qui ont été faites au niveau du... Donc voilà, merci pour ce soutien dont nous avons bien besoin. Alors, si vous le souhaitez, on peut recommencer depuis le début. Nous sommes à votre disposition, cher Président. Non, alors on va laisser la place à la table suivante.